Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce rapport a été motivé par le fait de documenter l'avancée du JNIM, la Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, le groupe de soutien à l'islam musulman, dont on parle beaucoup dans la zone des trois frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, mais qu'on a assez peu étudié dans son avancée dans l'ouest du Mali, c'est-à-dire vers l'est du Sénégal et le sud de la Mauritanie. Ce rapport a été motivé aussi par le fait de démontrer la manière dont le JNIM, bien que n'étant pas inscrit dans une perspective d'attaque successives, était en train de faire un travail d'infiltration des réseaux économiques, d'infiltration aussi des communautés pour le moment venu pouvoir mobiliser et accélérer son recrutement et son activité dans cette partie du Mali. Je crois que le JNIM est dans une logique d'expansion, mais en même temps dans une logique de recherche de ressources. Ces ressources, on les connaît, c'est l'or, l'orpaillage. Tout le monde connaît cette région et la richesse en or de cette zone du Mali jusqu'à la zone de Kédougou au Sénégal, mais aussi le bois, le trafic de bois, de bétail, etc. pour justement se financer et continuer à mener ses actions dans ces fronts prioritaires qui sont aujourd'hui le centre du Mali, qui sont aussi de la région de Tillabéri au Niger, mais aussi le Burkina Faso à l'est, dans le Soum, dans l'Oudalan, etc. Et pour alimenter cela, le JNIM a besoin de ressources. Le JNIM aussi a besoin d'affaiblir certains États de la région, notamment le Mali, avec les autorités militaires actuelles, notamment depuis l'arrivée du groupe paramilitaire Wagner. C'est à 1,3 km du Sénégal, c'est à Diboli. Oui, je pense que le JNIM est dans sa logique d'avancée. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce fait spectaculaire que le JNIM attaque à 1,3 km du Sénégal. C'est que si le JNIM le fait, il est en train aussi de faire un autre travail parallèle, celui de l'infiltration des communautés et des sociétés. Et ce travail de niveau d'infiltration du JNIM au sein des communautés, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, des zones de la région de Kaye comme Sandaré, Yélimane et toutes ces zones-là deviennent prioritaires en termes de compréhension des enjeux, surtout pour mieux en savoir plus sur le niveau d'infiltration des communautés et les stratégies du JNIM qu'on connaît très bien, le fait de jouer sur les griefs sociopolitiques. On sait que ces groupes travaillent sur une stratégie à 3 piliers. Et la première, c'est le fait de profiter du déficit en termes de présence et de gouvernance étatique, mais aussi de jouer sur les frustrations des communautés et en troisième lieu, l'instrumentalisation des griefs à des fins de recrutement et de pénétration sociale de ces pays-là. Je pense que le Sénégal, depuis le début de la crise malienne, s'est préparé en ayant ce que j'appelle une stratégie mixte. La stratégie mixte qui consiste à non seulement renforcer la sécurité dans les frontières, la création de nouveaux camps à Goudiri, le renforcement de la gendarmerie, les garcis, etc., le système de renseignement de plus en plus sophistiqué, mais aussi à travailler sur la résilience. Je pense que des programmes comme le PUDC, comme le PUMA étaient des programmes, sans le dire, étaient en train de contribuer à lutter contre la marginalisation territoriale, surtout dans des zones où on est exposé à des pays déjà atteints largement par un phénomène djihadiste comme le Mali. Je crois que la question sécuritaire n'a jamais été une question qu'un État seul pourrait gérer. Le phénomène du terrorisme est transnational, le phénomène du terrorisme est transfrontalier. Aujourd'hui, aucun État au monde ne peut lutter seul contre le terrorisme. On a vu que lorsque le phénomène a touché le Mali, on a vite arrivé à ce que j'appelle le débordement de l'épicentre dans l'Iptako-Gourma, aussi bien pour le Burkina Faso que pour le Niger. On voit aujourd'hui que les États devraient unir leurs efforts. Mais il faudrait quand même revenir sur un point très important. Et je pense qu'il faut quand même être juste
à l'égard de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui est traitée de tous les maux, mais quand même, la CEDEAO a été victime à un moment et pendant 10 ans à ce que j'appelle la dépossession de la question sécuritaire de la CEDEAO au profit du G5 Sahel, qui a mobilisé les partenaires, qui a mobilisé les ressources. Et qu'on a cru à un moment qu'il fallait faire un focus sur le Sahel central, le Mali, le Niger, le Burkina et le Mali, et avec le Tchad. Et en ce moment-là, on était en train de déstructurer l'architecture de sécurité régionale. C'est-à-dire que le Sahel central, le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont membres de la CEDEAO, le Tchad, qui n'est pas membre de la CEDEAO, qui fait partie de l'Afrique centrale, et la Mauritanie, qui n'est ni l'un ni l'autre. En ce moment-là, on était en train de déposséder la CEDEAO de la question sécuritaire au point que la CEDEAO n'a pas eu les moyens, la CEDEAO n'a pas pu être soutenue par les partenaires internationaux qui avaient fait un focus sur le G5 Sahel, qui finalement n'a pas fonctionné.